Bonjour les graphes, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer quelques graphiques et plutôt un indicateur. Alors indicateur avancé, indicateur en retard, c'est toujours la même question. On aurait tendance à penser que l'indicateur dont on va parler ensemble est un indicateur avancé. La problématique c'est que sa date de parution c'est en général 3 semaines voire un mois après évidemment les chiffres. Donc même si c'était un indicateur avancé, le fait qu'il paraît avec un mois de retard en fait tout simplement un indicateur un petit peu en retard. Néanmoins, c'est un indicateur qui est assez intéressant à observer pour juger de l'état de santé de l'ensemble du marché. Et cet indicateur, c'est le margin debt. Alors, le margin debt, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, ça vous annonce en gros quelle est, sur les différents portefeuilles, quelle est la part justement de dette, que si donc quelque part l'argent qui est prêté pour pouvoir investir sur les marchés. Et ce qui est intéressant du coup, évidemment, plus cette marge de dette est en fait élevée, et plus vous avez un marché qui va devenir assez volatile. Pourquoi? Parce que dès que le marché va baisser un petit peu, vous allez avoir des appels de marge sur les comptes de toutes ces personnes, de tous ces investisseurs-là, qui sont surinvestis, et puis surtout via un surendettement. Et donc, ils vont devoir soit rajouter au pot, c'est-à-dire prendre encore plus de dettes pour pouvoir tenir leur position, soit leurs positions devront être clôturées, soit par le broker automatiquement, soit par eux-mêmes. Mais en gros, tout simplement, le fait d'avoir cette obligation de clôturer les positions parce qu'on a un appel de marge, ça peut amener tout simplement des ventes supplémentaires sur le marché. Et donc du coup, quand vous avez un marché qui est avec justement une dette qui est très importante, dès que le marché peut trembler un petit peu, vous pouvez avoir ces appels de marge qui vont faire chuter le marché, qui vont créer en fait une spirale infernale, un effet boule de neige, parce que vous avez des investisseurs, même s'ils ne veulent pas vendre, même s'ils n'ont pas forcément de signaux de vente, qui seront dans l'obligation de vendre. Et en règle générale, ce qui se passe dans cet effet boule de neige, c'est que les investisseurs qui même pouvaient accuser une certaine perte ou une certaine baisse, parce qu'au fur et à mesure en fait, de la baisse, ils vont se retrouver eux aussi avec un appel de marge, obligés eux aussi de vendre, et ainsi de suite. Et donc l'investisseur qui se croyait lui plutôt à l'abri, très rapidement lui aussi va se retrouver en appel de marge et devoir vendre également. C'est ce qui crée en fait ces paniques baissières tout simplement, où au fur et à mesure on a un effet dominé, on a les premiers qui sont en règle générale les derniers à être entrés sur le marché et qui pour pouvoir rattraper leurs coûts, pour pouvoir justement rattraper des gains rapidement, en pensant qu'ils vont avoir raison, ils mettent un max de marge sur dette, justement. Et du coup, très rapidement, ils se retrouvent à devoir sortir du marché, ils se font sortir du marché, et au fur et à mesure, donc, on fait sortir les autres du marché. Et alors, cette margin debt, on utilise cet indicateur, en gros, pour évaluer également la santé du marché. Quand cette margin debt est vraiment en décalage trop flagrant avec le marché, avec le prix des actions, le prix du marché, on a tendance à dire tout simplement qu'on est en mode bulle et qu'il faut faire attention parce qu'en gros, à la moindre mauvaise nouvelle, on va avoir des appels de marge et ces appels de marge-là vont créer de la volatilité baissière. Mais derrière, du coup, c'est là où c'est intéressant, c'est parce que sur les marchés précédents, et on peut le regarder sur le graphique, justement sur ce premier graphique, sur les marchés précédents, on avait ce décalage qui était assez énorme, et donc derrière, on a finalement le marché qui va se purger. Et le marché, donc, il va purger pour revenir derrière sur des niveaux équilibrés. Et là où c'est intéressant, c'est que on est dans un marché qui est un petit peu différent actuellement, c'est-à-dire que quelque part, on a envie de se dire qu'on a exactement les mêmes éléments que l'on avait en 2016. Et en 2016, de la même façon qu'en 2018 et en 2019, on a ces mêmes éléments-là qui ont été utilisés par tous les gourous, par tous les experts pour nous expliquer que le marché allait vers une crise, vers une récession, vers un krach boursier. Et finalement, donc 2016, ça n'a rien été pour d'autres facteurs, et ça a été plutôt finalement un retournement haussier du marché pour une nouvelle jambe haussière. Et alors là, on se retrouve exactement dans les mêmes événements, et donc la question, c'est toujours la même, c'est que est-ce que cette fois-ci, ça sera la bonne, ou au contraire, on va pouvoir survivre encore un petit moment. Et donc du coup, quand on regarde au niveau des appels de marge, ce dont on se rend compte, c'est que
À force finalement de faire peur au marché, de dire ça va baisser, ça va baisser, ça va baisser, en plus on a eu une année 2018 de distribution assez volatile, et donc tout le monde a cru justement au marché baissier, et bien quand on regarde les appels de marge, justement, quand on regarde justement cette dette sur marge, et ben on se rend compte que les niveaux finalement de surévaluation et de surendettement ont été pas mal corrigés. Et alors, d'autant plus surprenant, ils ont été corrigés dans la baisse de fin d'année 2018, mais ils n'ont pas participé et ils ne sont pas remontés, ou très peu, sur justement la hausse de 2019, et donc sur les 4 ou 5 premiers mois de l'année 2019. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a une part de risque, une part de marge sur dette aujourd'hui qui n'est pas utilisée par le marché, qui n'est pas utilisée par beaucoup d'investisseurs, parce que c'est les investisseurs qui sont restés en retrait par peur. Et alors, ce qu'on est en droit de se dire, c'est qu'en gros, si les statistiques économiques ne sont pas si mauvaises que ça dans les mois à venir, si la guerre commerciale n'est pas si mauvaise que ça, bref, si on se retrouve avec un certain nombre finalement de catalyseurs, on ne les voit pas forcément aujourd'hui, mais sur la seconde partie de l'année 2019, éventuellement, on pourrait avoir un rebond économique en Chine et un rebond économique également, que ce soit aux États-Unis et en Europe. Et si tel était le cas, eh ben, on aurait très certainement là les moyens de recréer une euphorie sur les marchés, de la même manière qu'on a eu cette euphorie sur les marchés en mode élastique sur le début d'année 2019, parce que justement, il y a encore du cash. Et plus que du cash, il y a du coup des comptes qui peuvent encore faire appel à de l'endettement supplémentaire, et donc obtenir encore plus de cash. Et donc ce cash-là, bien évidemment qu'à un moment donné ou un autre, c'est malsain, bien évidemment qu'à un moment donné ou un autre, ça crée une euphorie, bien évidemment qu'à un moment donné ou un autre, ça crée une hausse exponentielle qui finira tôt ou tard par exploser. Mais toujours est-il que ça, c'est un élément à prendre en considération, justement, c'est le niveau de liquidité et de cash du marché. Et donc quand le marché broie du noir, il ne faut pas s'en soucier, le risque baisse. Mais quand le marché a les moyens de redevenir positif, il faut regarder ces niveaux de cash, il faut regarder justement les gestionnaires. Qu'est-ce qu'ont les gestionnaires en réserve? Parce que justement, quand on a des catalyseurs qui permettent de redevenir positifs, si les gestionnaires ont du cash, si les différents comptes et de marge sur dette sont peu élevés, eh ben, ça veut dire qu'on a les moyens de créer une euphorie parce qu'on a du cash qui peut venir se redéverser sur les marchés. Et donc de la même manière qu'on a eu cette hausse sur finalement ce début d'année, et on a l'essentiel des investisseurs, on le voit, qui n'ont pas fait appel à leur appel de marge parce tout le monde a cru à un rebond technique, personne n'a cru au rallye. De la même façon, les gérants ont fait la même chose. La question qu'on a en droit de se poser, c'est si on a une correction qui serait légitime, une reprise de souffle, c'est de se dire si les gérants ont du cash pendant cette reprise de souffle, si les actionnaires individuels et gros gestionnaires de portefeuille ont du cash et ont les moyens de faire encore un appel au marché et un appel à l'endettement supplémentaire pour s'investir sur les marchés, eh ben c'est autant de catalyseurs justement qui peuvent venir se renforcer sur une consolidation, voire une correction. Donc c'est les éléments de réflexion, bien entendu. Je ne suis pas en train de voir au travers d'une boule de cristal, mais pour moi, c'est un des indicateurs, je vous l'ai dit, de sentiment de marché que je regarde parce que ça m'aide tout simplement à me dire quelles sont les réserves de cash. Et du coup, quand on a du cash et qu'on a loupé une bonne partie de la hausse, eh ben, c'est humain de vouloir se refaire. Alors, c'est une erreur, c'est une grave erreur, et en règle générale, ça finit mal. Mais moi, en tant qu'investisseur, je vais rechercher justement à ce que la masse fasse cette erreur-là, parce que ça va m'apporter des liquidités sur le marché. Ça va me permettre de prendre des positions plus lourdes, parce que j'ai des liquidités, j'ai un appétit pour le risque qui revient, et surtout potentiellement, comme j'ai du volume supplémentaire qui revient, eh ben, je vais avoir cette spéculation qui va revenir, cette euphorie, et donc quelque part cette volatilité, mais cette fois-ci une volatilité à la hausse. Et c'est ça clairement qui va m'intéresser, surtout pour mes positions court terme, mes positions spéculatives. Donc ce premier graphique que l'on voit, eh ben, il nous sert à voir que depuis l'année 2018, en fait, on a tellement les gens qui ont les mains qui tremblent parce que les médias, les gourous, tout le monde vous dit la grande crise va arriver, que tout le monde a réduit son risque. Bon, non, c'est pas non plus une réduction drastique, mais on va dire qu'on a corrigé l'excès.
Et donc du coup maintenant on a corrigé l'accès, c'est-à-dire que tout le monde s'est placé en attente. Et donc tout le monde est en attente pour savoir si en effet la récession va arriver et quelle va être la force de cette récession, parce que la récession arrive, ma foi, on est dans un monde cyclique. Donc une récession arrive, ça ne doit pas nous choquer plus que ça. Ce qui est important, c'est de savoir est-ce que cette récession aura les moyens de se transformer en dépression et en crise, et aura les moyens de se transformer en crise systémique. Ça, personne n'en sait rien. Il faut éviter de croire que parce que ça a été le cas en 2008, que maintenant, chaque récession nécessairement débouchera, débouclera sur une crise systémique. Ça, c'est important de ne pas faire cette erreur-là, parce que vous avez des récessions qui peuvent durer très peu longtemps, et justement, des récessions qui peuvent être très courtes et redémarrer. Et potentiellement, c'est un des scénarios également pour cette fin d'année 2019. Donc du coup, on voit bien que pour cette fin d'année 2019, actuellement, il n'y a pas vraiment de catalyseur, mais si les catalyseurs venaient à venir, on voit qu'on a une marge sur éventuellement l'endettement que les investisseurs peuvent prendre, leur niveau de cash et de réserve, du coup, qui peut justement servir à pouvoir insuffler. Mais on va le voir dans des graphiques en dessous, cette réserve de cash, en fait, elle est pas forcément, cette poche de cash, elle n'est pas forcément si grande que ça. On est avant tout sur des capacités de pouvoir s'endetter, donc d'avoir justement un endettement supplémentaire. Donc ça, c'est le premier graphique. Derrière, le deuxième graphique, c'est en mode inversé. Et le deuxième graphique, qu'est-ce qu'il nous montre? Eh bien, quelque part, il peut vous servir d'indicateur. C'est-à-dire que quand vous avez un croisement, justement entre le margin debt et le cours du S&P, ici c'est le cours du S&P, et quand vous avez donc le S&P qui croise à la hausse l'inversion de la courbe de la margin debt, ça vous donne un signal d'achat. Et au contraire, quand vous avez la margin debt qui va croiser à la hausse le S&P, donc le S&P qui va croiser à la baisse le margin debt, ça vous donne un signal de vente. Bien évidemment, c'est des signaux plutôt long terme. Au milieu, il se passe beaucoup de choses. Surtout, qu'est-ce que l'on regarde? C'est que on s'est dit qu'en effet, le margin debt, le risque s'était pas mal abaissé, et donc on a à nouveau des réserves de cash. Mais on se rend compte d'une chose, c'est que l'écart est quand même énorme encore aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que si jamais on n'a pas des bonnes nouvelles, si jamais on a des mauvaises nouvelles, et qu'en effet on a des nouvelles encore plus fortes, ce qu'il faut s'attendre, c'est qu'on va avoir des appels de marge assez puissants sur pas mal de comptes, et qu'il y a une purge qui peut avoir lieu, qui est beaucoup plus puissante également. Donc une volatilité baissière également qui peut reprendre sur les marchés, et qui peut être violente. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est toujours voir, non pas le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, c'est qu'aujourd'hui, le margin debt nous annonce qu'on a purgé un certain excès, mais qu'il y a toujours un excès. Et donc, si on a des bonnes nouvelles, on aura potentiellement la possibilité de créer une nouvelle jambe haussière, justement grâce à ce cash. Mais si jamais on a des mauvaises nouvelles et qu'on a une dégradation avérée, et pour le moment on est au milieu du gué, c'est ça qu'on attend, les marchés ils attendent de savoir ça, et bien là par contre, les appels de marge peuvent faire encore plus mal au marché et donc amener encore plus de volatilité. Donc bien comprendre la dualité des deux choses. Et finalement, donc pour bien comprendre ça, on a le troisième graphique qui nous met donc la croissance en pourcentage. Et donc là, on voit bien la croissance et le détachement qu'il y a entre la croissance de cette marge sur dette et la croissance finalement du S&P. Et on voit qu'à chaque fois qu'on a eu une croissance exponentielle et donc un delta beaucoup trop important par rapport à la croissance du S&P, et bien évidemment, il y a eu un retour de bâton dans la foulée, c'est-à-dire qu'on était en mode euphorie. Ça s'est passé à partir de 2007, ça s'est passé à partir de 2000, on le voit. Et là, en l'occurrence, on a eu un premier niveau sur 2018, là on a une purge. Mais la question, bien évidemment, vous le voyez, avant d'avoir une récession, avant d'avoir finalement une vraie validation d'un retournement baissier du marché, cet indicateur-là est très avancé dans le sens où vous pouvez avoir une euphorie qui continue sur cette marge sur dette, qui continue plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est comme l'inversion de la courbe des taux. Ça vous donne une indication, en effet, que les choses ne sont pas normales et que ça ne va pas être terrible pour la suite, mais ça vous donne une indication sur 1 an, 2 ans. Et pendant ce temps-là, éventuellement, vous avez toujours des opportunités sur le marché. Donc au niveau timing, on repassera bien entendu.
Et finalement, le dernier graphique, pardon, que je trouve intéressant, c'est que là, en bleu, vous voyez le S&P, et donc la hausse exponentielle finalement du S&P. En vert, vous voyez les moments où vous aviez du cash sur les comptes. Et en rouge, c'est le moment finalement où il n'y a pas de cash. Donc en gros, ça veut dire qu'on est sur de la dette. On est essentiellement sur de la dette. Et donc on retrouve en fait les premiers graphiques dont on en a parlé, où on voit en fait que l'essentiel aujourd'hui des comptes, ils n'ont pas réellement de cash. En fait, le cash qu'ils ont, c'est du cash virtuel, c'est du cash en fait lié à de l'endettement. Donc c'est bien ça qu'il faut prendre en compte, et pour relativiser cette dualité. C'est-à-dire que le marché peut continuer de monter, mais à la seule condition justement qu'on a réduit une partie du risque qui nous permet en fait d'avoir une poche supplémentaire de cash qui peut être prêtée et donc qui peut servir d'endettement supplémentaire pour faire monter. Mais on reste sur des niveaux élevés, sur un niveau en fait spéculatif dans le sens où c'est uniquement des niveaux d'endettement et que donc si en effet on a des mauvaises nouvelles et si le marché baisse, et ben en fait c'est la baisse du marché va auto-entretenir les appels de marge, les débouclages de position qui vont eux-mêmes auto-entretenir la baisse du marché et ainsi de suite. Et donc c'est comme ça qu'on peut créer finalement l'explosion d'une bulle, c'est comme ça qu'on peut créer des paniques boursières et donc des volatilités fortes à la baisse. Et donc le risque premier actuellement sur le marché, le problématique c'est toujours pareil, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que ça peut arriver et on ne sait pas quel peut être réellement le déclencheur. Et par contre ce que l'on sait, c'est qu'il peut y avoir cet effet domino là, et c'est en regardant ces graphiques-là, en regardant justement les appels de marge, en regardant les niveaux de cash sur compte et d'endettement sur ces comptes-là, c'est là également que l'on peut savoir quel est le niveau de risque. Et aujourd'hui, on voit bien, même si on a purgé un certain excès, qu'un excès existe toujours. Et donc, on comprend bien un petit peu le côté attentisme du marché actuellement, c'est-à-dire comme il ne sait pas sur quel pied lancer, il se doute bien, il se dit « j'ai des réserves de cash aujourd'hui », le robinet du crédit n'est absolument pas coupé, donc aujourd'hui j'ai résorbé mon risque et donc je peux encore emprunter pour investir plus, mais j'attends des catalyseurs que je n'ai pas encore. Si j'ai des catalyseurs, on voit que le marché a les moyens encore de pouvoir créer une nouvelle jambe haussière. Certainement, la dernière, potentiellement, une euphorie. Mais si jamais c'est déjà fini, que le haut de cycle nous réserve une récession, que cette récession, le marché commence à avoir peur, que ça deviendra une crise, potentiellement une crise systémique, eh ben on voit bien que la baisse du marché, donc la peur du marché, va engendrer de lui-même, d'un facteur autoréalisateur à cause des appels de marge, une panique du marché. Et donc c'est là où un investisseur lambda, un investisseur plus fondamental, on va dire plus long terme, ben lui, l'important également, c'est d'avoir une poche de cash pour pouvoir participer à la dernière euphorie si le marché, en effet, a besoin d'une dernière euphorie, ou pour pouvoir tout simplement rester cash et attendre que le marché panique, parce que dans sa panique, les appels de marge, en fait, vendent et jettent le bébé avec l'eau du bain. Ce qui fait qu'on va avoir des sociétés qui vont revenir sur des niveaux de valorisation très attractifs très rapidement. Et finalement, c'est là où on peut profiter de l'anomalie du marché, de la non-efficience du marché, dans le sens où certains investisseurs vont être obligés de balancer des bons dossiers à des prix qui sont bien au-delà de leur valorisation réelle, parce qu'ils n'auront tout simplement pas le choix, parce qu'ils auront cet appel de marge et qui ne pourront pas justement faire face. Et donc c'est là où un investisseur lambda finalement, qui lui a du cash, du vrai cash, sans endettement, doit être capable de pouvoir faire ses études en premier lieu, et quand les valorisations reviennent à des niveaux attrayants, commencer tout simplement ses emplettes, et profiter finalement de l'anomalie de marché. Et quelque part, un investisseur, c'est ce qu'il doit rechercher. On parle souvent que voilà, c'est mal l'anomalie de marché, le marché n'est pas efficient, le marché n'est pas rationnel. Mais si vous voulez réellement gagner en bourse et donc battre le marché, vous avez besoin de ces inefficiences-là, vous avez besoin de ces anomalies-là, où tout le monde jette le bébé avec l'eau du bain, parce que c'est ce qui permet à des super dossiers de revenir à des niveaux de valorisation attractifs. Et donc c'est ce qui vous permet clairement, dans le rebond derrière, de pouvoir profiter de gains exceptionnels qui vont largement battre l'ensemble du marché, puisque les bons dossiers sont justement les dossiers qui résistent le mieux et qui derrière ont cette capacité
de pouvoir se renforcer lors d'une crise et donc de pouvoir croître et augmenter leurs revenus plus tard et donc de vous verser, vous en tant qu'actionnaire bien évidemment, un rendement bien supérieur à ce que le marché, que ce soit en dividende et que ce soit un rendement également en plus-value, bien supérieur à ce que l'ensemble du marché va pouvoir faire en résorbant les excès. Voilà un petit peu cet indicateur-là. C'est pas l'indicateur magique, clairement, mais c'est un des indicateurs que je regarde. C'est un des indicateurs également qui peut vous donner un aperçu de la santé du marché à long terme également pour mettre en place vos stratégies. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous retrouve donc pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Excellente journée à vous les graphes. Salut, à la prochaine vidéo.